Dans les collines verdoyantes de l'Afrique de l'Est se trouvait un village nommé Kirambo, un lieu où la nature semblait chanter en harmonie avec les habitants. Les champs regorgeaient de maïs, de manioc et de mil, tandis que les rivières limpides abritaient des poissons abondants. Le village, réputé pour sa paix et sa prospérité, était une véritable oasis de sérénité. Les enfants jouaient joyeusement sous les grands baobabs, les femmes tissaient des paniers colorés, et les hommes travaillaient la terre avec une dévotion silencieuse. Cependant, dans ce tableau idyllique vivait une femme au nom murmuré à voix basse, Nafissa. Elle était d'une beauté saisissante, avec des yeux profonds qui semblaient capturer les âmes, et un sourire énigmatique qui laissait une trace indélébile. Pourtant, derrière cette allure envoûtante se cachait une réputation troublante. Nafissa était connue pour attirer l'attention des hommes mariés, créant tensions et disputes dans les foyers de Kirambo. Les femmes la voyaient comme une menace, une intruse dans l'harmonie qu'elles avaient bâtie. Mais Nafissa était un mystère. Malgré son apparente assurance, elle passait de longues heures seule, assise au bord de la rivière ou au pied des collines, contemplant l'horizon. Ceux qui la surprenaient dans ces moments de solitude remarquaient une profonde tristesse dans ses yeux, comme si un lourd secret pesait sur son cœur. Elle n'avait pas d'amis proches, et les enfants la fuyaient, influencés par les murmures de leur mère. Kirambo, si paisible en apparence, portait donc une dissonance silencieuse. La présence de Nafissa divisait les habitants, mais personne ne pouvait nier qu'elle était à la fois une énigme et un symbole d'une souffrance méconnue. Au fil des mois, la tension dans le village de Kirambo grandissait. Ce qui avait commencé comme de simples murmures à propos de Nafissa s'était transformé en un sujet de conversation omniprésent. Les femmes, fatiguées et excédées, décidèrent qu'il était temps d'agir. Par un matin où le soleil brillait faiblement derrière des nuages menaçants, un groupe de femmes se réunit sur la place centrale du village, à l'ombre du grand baobab. Elles étaient nombreuses, et leur détermination était palpable. « Nous ne pouvons plus supporter cela », déclara Mbala, une femme influente et respectée. « Nafissa sème le chaos dans nos foyers. Elle détourne nos maris, brise nos familles et détruit l'harmonie de notre communauté. Il est temps que le chef du village prenne des mesures. » Les murmures d'approbation se transformèrent rapidement en une clameur collective. Les femmes décidèrent d'aller directement voir le chef Malois, un homme sage connu pour son sens de l'équité. Lorsqu'elles arrivèrent devant sa demeure, le chef, intrigué par leur agitation, leur accorda audience. Une à une, les femmes exposèrent leurs doléances, racontant comment Nafissa avait bouleversé leur vie. Certaines pleuraient en évoquant les disputes incessantes avec leur mari, d'autres parlaient de la méfiance qui s'était installée dans leur foyer. Une femme, nommée Acha, déclara d'une voix tremblante. « Mon mari ne me regarde plus comme avant. Il passe ses soirées loin de notre maison, et je sais qu'il va chez Nafissa. Mon cœur est brisé, et mes enfants ressentent aussi cette tension. » Le chef Malois écouta attentivement. Lorsqu'elles eurent fini, il répondit avec gravité. « Vos préoccupations sont justifiées. Nous ne pouvons laisser cette situation perdurer. Je vais convoquer le Conseil des... » Quelques jours plus tard, le Conseil des sages se réunit dans une case traditionnelle en argile, au centre du village. Composé d'hommes et de femmes âgées, le Conseil était réputé pour sa capacité à résoudre les conflits avec sagesse et modération. Cependant, ce jour-là, les discussions furent particulièrement animées. « Il est clair que Nafissa est un danger pour notre communauté », déclara Mzitembo, un vieillard à la barbe grise. « Elle devrait être expulsée du village. Nous ne pouvons pas permettre qu'une seule personne détruise ce que nous avons construit. » Mais d'autres membres du conseil avaient une opinion différente. Maman Zuri, une ancienne guérisseuse, prit la parole avec calme. « Et expulser Nafissa ne résoudra pas le problème. Avez-vous oublié notre tradition de compassion? Peut-être y a-t-il une raison à son comportement. Nous devrions chercher à comprendre ce qui la pousse à agir ainsi. » Le débat s'intensifia. Certains membres du conseil étaient convaincus que Nafissa devait être tenue responsable de ses actes. D'autres, comme Maman Zuri, plaidaient pour une approche plus empathique. Finalement, le chef Malois, en sa qualité d'arbitre, prit une décision. Nous allons enquêter sur les causes de son comportement. Mais en attendant, Nafissa devra être convoquée pour entendre les accusations portées contre elle. Pendant ce temps, les conséquences des actions de Nafissa continuaient de se faire sentir dans tout Kirambo. Les foyers autrefois paisibles étaient devenus des champs de bataille émotionnelle. Les disputes éclataient pour des raisons parfois insignifiantes, mais derrière chaque querelle se trouvait la même cause. La présence de Nafissa dans la vie des hommes du village. Dans la maison de Mbala, par exemple, les éclats de voix résonnaient presque chaque soir. Son mari, Musa, niait avoir une quelconque relation avec Nafissa, mais Mbala sentait que quelque chose avait changé. « Tu rentres tard, Musa, disait-elle, le regard rempli de suspicion. Ne pense pas que je ne vois pas ce qui se passe. » Musa, excédé par les accusations, répondait avec colère. « Tu ne me fais plus confiance, Mbala. Tu laisses les rumeurs te manipuler. » Leurs enfants, effrayés par ces disputes,
se réfugiaient souvent chez leurs grands-parents. Ce scénario se répétait dans de nombreux foyers. La méfiance s'installait, rendant impossible la communication entre les couples. Certains hommes, frustrés par les tensions, trouvaient une échappatoire en passant davantage de temps avec Nafissa, alimentant ainsi le cycle de conflit. La division au sein de la communauté. Au-delà des foyers, c'était tout le village de Kirambo qui semblait s'effriter. Les habitants, autrefois unis par des liens forts, se retrouvaient divisés en deux camps. Ceux qui blâmaient exclusivement Nafissa et ceux qui estimaient que les hommes du village devaient également être tenus responsables. Les conversations dans les marchés et les réunions communautaires étaient dominées par ce sujet, créant une atmosphère de tension constante. Les femmes, en particulier, se montraient plus méfiantes les unes envers les autres. Pourquoi est-ce que ton mari ne parle jamais de Nafissa? Est-ce qu'il la voit aussi? Lançait parfois une femme à une autre, transformant même les amitiés en rivalité. Les enfants, exposés à ces tensions, reproduisaient parfois les conflits de leurs parents, se moquant de ceux dont les pères étaient associés à Nafissa. Le chef Malois lui-même ressentait la pression croissante. Si nous ne résolvons pas ce problème rapidement, nous risquons de perdre l'harmonie qui fait la force de Kirambo, confia-t-il à Mzi Karani, un membre influent du conseil. Une communauté à la croisée des chemins. Le village de Kirambo, autrefois une oasis de paix, était désormais à la croisée des chemins. Les actions de Nafissa avaient déclenché une onde de choc qui avait ébranlé les fondations même de la communauté. Mais au-delà des tensions et des divisions, une question persistait. Pourquoi Nafissa agissait-elle ainsi? Était-elle simplement une séductrice égoïste ou une âme blessée cherchant désespérément quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé? Alors que le conseil des sages se préparait à interroger Nafissa, le village entier attendait avec impatience une résolution. Mais une chose était certaine. Quelle que soit l'issue, Kirambo ne serait plus jamais tout à fait le même. Le village de Kirambo était en ébullition. Les tensions étaient palpables, les querelles omniprésentes, et la communauté semblait au bord de l'implosion. Au milieu de ce tumulte, un homme se démarquait par sa sérénité et sa sagesse. Mzi Karani, un ancien respecté pour son discernement et son profond respect des traditions. Connu pour son aptitude à écouter et à apaiser les conflits, il fut le premier à suggérer une approche différente pour résoudre le problème posé par Nafissa. Chasser cette femme ne fera que nourrir notre colère et nos divisions, avait-il déclaré au Conseil des sages. Il est temps d'écouter, de comprendre, et non de condamner. Peut-être que ces actions sont le reflet d'une douleur bien plus profonde. Malois, le chef du village, bien qu'hésitant, finit par accepter cette proposition. Nafissa, qui jusqu'alors avait été ignorée ou condamnée en silence, fut convoquée à une entrevue avec Mzi Karani. Cette rencontre allait changer le cours des événements à Kirambo. Le matin de leur entrevue, Nafissa arriva à la hutte de Mzi Karani, située à l'écart du village. La vieille bâtisse en argile, entourée de plantes médicinales, respirait la tranquillité. Mzi Karani l'attendait, assis sur une natte tissée, une tasse de thé fumant à ses côtés. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux et un geste invitant à s'asseoir. « Nafissa, je t'ai fait venir pour t'écouter », commença-t-il calmement. « Les gens parlent de toi, mais je veux entendre ton histoire, pas leur rumeur. » Au départ, Nafissa resta silencieuse, ses yeux fuyant le regard perçant mais bienveillant de Mzi Karani. Les minutes passèrent, et le vieux sage attendit patiemment, son silence devenant une invitation douce et rassurante. Finalement, Nafissa inspira profondément et d'une voix tremblante, commença à parler. Le passé douloureux de Nafissa. « Je suis née dans un petit village, loin d'ici, commença-t-elle. Je n'ai jamais connu mes parents. Ils sont morts quand j'étais encore un bébé, et j'ai été élevée par ma tante, une femme stricte mais juste. » Son visage s'assombrit alors qu'elle poursuivait. « Quand j'avais 15 ans, notre village a été attaqué par des hommes armés. Ils ont tout détruit, tué beaucoup d'hommes et fait des choses horribles aux femmes. Je faisais partie des victimes. » Elle s'arrêta, ses mains tremblant légèrement. Mzi Karani hocha lentement la tête, lui laissant le temps de retrouver son calme. Après cette nuit, je n'étais plus la même. Les hommes que je voyais autour de moi, même ceux du village, me semblaient tous suspects, tous capables du pire. Mais le pire, c'est que personne ne m'a protégé, même pas ma tante. Au lieu de cela, on m'a blâmé pour ce qui s'était passé. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua. J'ai fini par fuir ce village. Je me suis déplacé de lieu en lieu, vivant comme je pouvais. Mais partout où j'allais, je voyais la même chose. Des hommes infidèles, des femmes qui souffraient, et une hypocrisie insupportable. Elle inspira profondément avant de conclure. Je ne crois plus en l'amour, Mzi Karani. Je ne crois pas que les hommes puissent être bons. Alors je prends ce que je veux et je m'en fiche des conséquences. C'est ma manière de leur rendre ce qu'ils m'ont fait subir. L'écoute de Mzi Karani. Lorsque Nafissa termina son récit, un silence profond s'installa dans la pièce. Mzi Karani, les mains croisées sur ses genoux, hocha lentement la tête. Son regard, rempli de compassion, croisa celui de Nafissa.
Tu as traversé des épreuves terribles, ma fille, dit-il d'une voix douce. Et il n'y a pas de mots pour décrire l'injustice et la douleur que tu as subies. Mais je veux te poser une question. Penses-tu que ta souffrance diminue en faisant souffrir les autres? Nafissa fronça les sourcils, son regard exprimant à la fois de la confusion et de la colère. Ils méritent de souffrir. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Mz Karani acquiesça. Je comprends ta colère. Mais cette colère est comme un feu. Elle brûle tout autour de toi, y compris toi-même. Regarde le village de Kirambo. Ta douleur a créé des divisions et a détruit des foyers. Est-ce vraiment cela que tu souhaites? Mz Karani se leva et marcha lentement jusqu'à une étagère où il récupéra une petite boîte en bois. Il l'ouvrit pour en sortir un collier fait de perles colorées. Ce collier appartenait à ma mère, expliqua-t-il. Elle me disait toujours que chaque perle représentait une leçon de vie. Certaines étaient faites de joie, d'autres de douleur. Mais ensemble, elles créaient quelque chose de beau. Il tendit le collier à Nafissa. Ta vie, ma fille, est comme ce collier. Ton passé est une partie de toi, mais il ne définit pas qui tu peux devenir. Tu as le pouvoir de changer ton histoire. Nafissa regarda le collier avec hésitation. Mais comment? Comment puis-je changer? J'ai trop fait de mal. Mz Karani sourit. La rédemption commence par le pardon. Pas seulement le pardon des autres, mais aussi celui que tu te dois à toi-même. Accepte ton passé, mais ne le laisse pas contrôler ton avenir. Et commence à réparer ce qui peut l'être. L'impact des paroles de Mz Karani. Les mots du vieux sage firent leur chemin dans le cœur de Nafissa. Elle resta longtemps silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité que sa vie pouvait être différente, que son passé ne devait pas être une malédiction éternelle. Avant de quitter la hutte de Mz Karani, elle lui dit « Je ne sais pas si je peux changer. Mais je veux essayer. » « Merci, Mz Karani. » Le vieux sage hocha la tête. « Essayer, c'est déjà un grand pas. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce chemin. » En quittant la hutte, Nafissa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un mince filet d'espoir. Les paroles de Mz Karani avaient éveillé en elle une lueur d'humanité qu'elle croyait perdue. Mais ce chemin vers la rédemption ne serait pas facile, car il lui faudrait affronter non seulement les jugements des autres, mais aussi ses propres démons. Cette rencontre marqua un tournant dans l'histoire de Nafissa, mais également dans celle de Kirambo. Car parfois, il suffit d'un cœur prêt à écouter et à comprendre pour allumer une flamme de changement. Dans les jours qui suivirent la rencontre entre Nafissa et Mz Karani, une étrange atmosphère régnait à Kirambo. Si certains villageois commençaient à murmurer que Nafissa avait changé, d'autres, en particulier un groupe d'hommes, restaient amers et frustrés. Ces hommes, humiliés par les reproches incessants de leurs épouses, considéraient Nafissa comme la source unique de leur malheur. Ils se réunirent secrètement pour élaborer un plan. La colère des hommes. Cette femme a détruit nos vies, lança Musa, le mari de Mbala, la voix pleine de rancœur. Nos femmes ne nous respectent plus, nos foyers sont devenus des champs de bataille, et c'est de sa faute. Autour de lui, une dizaine d'hommes acquiesçaient. Ils partageaient tous le même sentiment d'humiliation, amplifié par les tensions domestiques. Pour eux, Nafissa était une menace qu'il fallait éliminer à tout prix. Nous ne pouvons pas attendre que le Conseil des sages prenne une décision, poursuivit Musa. Il parle de compassion, mais cette femme ne mérite pas notre pitié. Il est temps d'agir. Un autre homme, Juma, prit la parole. Que proposons-nous? Si nous la chassons publiquement, cela fera du bruit. Mais si nous agissons discrètement, elle disparaîtra, et la paix reviendra. L'idée fit son chemin parmi les hommes. Ils décidèrent d'attendre la nuit pour mettre leur plan à exécution. Forcer Nafissa à quitter le village sous la menace. Ils étaient convaincus que cette action mettrait fin à leurs problèmes. Heureusement, l'un des hommes présents à la réunion, un jeune cultivateur nommé Baraka, avait des scrupules. Bien qu'il comprît la colère de ses camarades, il doutait que la violence soit la solution. Ne sachant que faire, il se rendit discrètement chez Mz Karani pour lui confier ce qui se tramait. Mz Karani, ils vont agir ce soir, murmura-t-il, visiblement nerveux. Ils veulent la chasser par la force. Le vieux sage, bien que préoccupé, resta calme. Merci, Baraka. Tu as bien fait de me prévenir. Il est encore temps d'empêcher cela. Avec sa sagesse habituelle, Mz Karani réfléchit rapidement. Il savait qu'une confrontation directe risquait d'aggraver les tensions. Il avait besoin d'un plan pour désamorcer la situation tout en donnant à Nafissa une chance de se racheter aux yeux des villageois. Au crépuscule, alors que les hommes se rassemblaient pour exécuter leur plan, Mz Karani arriva sur la place centrale du village, accompagné de quelques membres du Conseil des sages. Son arrivée, bien que non prévue, provoqua un arrêt immédiat des préparatifs. Les hommes échangèrent des regards coupables, mais le sage prit la parole avant que quiconque n'ait l'occasion de protester. « Mes fils, commença-t-il d'une voix posée mais ferme, je sais ce que vous avez prévu de faire ce soir.
Mais laissez-moi vous dire ceci, la violence ne résoudra pas vos problèmes. Elle ne fera qu'en créer davantage. Musa, incapable de contenir sa frustration, répondit avec colère. Et que devons-nous faire, Mz Karani? Attendre que cette femme continue de semer le chaos? Elle n'a rien fait pour mériter notre compassion. Le vieux sage hocha la tête, comprenant leur point de vue. Je ne nie pas que vous avez souffert, mais je vous demande de réfléchir. Voulez-vous vraiment devenir des oppresseurs pour résoudre un conflit? Le vrai courage ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer une situation négative en opportunité de réconciliation. Les mots de Mz Karani, comme souvent, firent leur effet. Les hommes baissèrent les yeux, pris entre leur colère et la logique du sage. Voyant leur hésitation, il poursuivit. Voici ce que je propose, organisons une cérémonie publique. Nafissa aura l'occasion de s'expliquer devant tout le village et de demander pardon pour ses actions. Si elle accepte, alors nous lui donnerons une chance de repartir sur de nouvelles bases. Si elle refuse, alors vous pourrez décider de son sort. Convaincus par la sagesse de Mz Karani, les hommes acceptèrent à contre-cœur de suspendre leur plan. Le vieux sage convoqua Nafissa et lui expliqua la situation. Bien qu'elle fût terrifiée à l'idée de se confronter publiquement au village, elle comprit que c'était une occasion unique de redresser son image et de prouver qu'elle était prête à changer. « Je vais le faire », répondit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai rien à perdre. Peut-être qu'en m'exprimant, ils comprendront enfin qui je suis vraiment. » Le lendemain, le village entier se rassembla autour du grand baobab pour assister à cette cérémonie inhabituelle. Les femmes étaient sceptiques, les hommes curieux, et les enfants intrigués. Au centre, Nafissa se tenait droite mais visiblement nerveuse, tandis que Mz Karani ouvrait la cérémonie. Le jour de la cérémonie, une atmosphère particulière régnait à Kirambo. Les habitants, habituellement occupés par leurs activités quotidiennes, s'étaient réunis en silence sous le grand baobab, symbole de sagesse et d'unité du village. Tous attendaient avec curiosité, scepticisme, ou même une certaine hostilité, le discours de Nafissa. Vêtue simplement, les traits tirés mais le regard déterminé, Nafissa s'avança vers le centre de la place. Elle inspira profondément, puis leva les yeux vers l'assemblée. Pendant un instant, un silence pesant sembla envelopper la foule. Enfin, d'une voix tremblante mais ferme, elle commença. « Je sais que je suis la cause de beaucoup de douleurs ici. Je sais que beaucoup d'entre vous me considèrent comme une ennemie, une destructrice de foyer. Et vous avez raison de ressentir cela. » Elle marqua une pause, visiblement émue, mais continua avec courage. « Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité que je n'ai jamais osé dire à personne. Derrière mes actions, il y a une douleur profonde, un passé qui m'a brisé. J'ai perdu mes parents très jeunes, et dans mon ancien village, j'ai été victime d'atrocités qui m'ont volé toute confiance en l'humanité, surtout envers les hommes. » Un discours émouvant et sincère. Les paroles de Nafissa résonnaient dans le silence respectueux de la foule. Ses yeux brillaient de larmes, mais elle ne s'arrêta pas. Elle poursuivit. « Je ne vous demande pas de m'excuser pour mes erreurs. Ce que j'ai fait ici, à Kirambo, est inexcusable. J'ai blessé des familles, détruit des foyers, et semé le chaos. Mais aujourd'hui, grâce à Mz Karani, j'ai compris que ma colère ne faisait qu'aggraver ma propre souffrance et celle des autres. Je suis ici pour demander pardon. » Un murmure parcourut l'assemblée. Des femmes, jusque-là furieuses contre elle, étaient visiblement touchées par sa sincérité. Mbala, l'une des plus critiques envers Nafissa, baissa les yeux, réfléchissant à ses propres jugements. Nafissa conclut son discours. « Je ne demande pas votre amitié, ni votre confiance immédiate. Je vous demande simplement une chance de prouver que je peux changer. Si vous m'accordez cette chance, je travaillerai pour réparer ce que j'ai détruit. Si vous ne le pouvez pas, je comprendrai et quitterai ce village, mais avec l'espoir de devenir meilleur ailleurs. » Un silence lourd s'installa après son discours, interrompu finalement par Mbala qui se leva et s'adressa à la foule. « Nafissa a fait des erreurs, mais qui parmi nous n'en a jamais commis? Elle a eu le courage de s'exposer devant nous, de montrer sa vulnérabilité. Pour cela, je choisis de lui pardonner. » Ces mots marquèrent un tournant. Une à une, d'autres femmes se levèrent, déclarant leur pardon à Nafissa. Elles comprirent que derrière ces actions, il y avait une profonde souffrance qu'elles ne pouvaient plus ignorer. Les hommes du village, eux aussi, commencèrent à changer leur perspective, réalisant que leur propre faiblesse avait contribué aux tensions. Sous l'initiative de Mbala et des autres femmes, Nafissa fut intégrée à l'atelier communautaire, où les villageois fabriquaient des paniers, des tissus et des objets artisanaux. Ce travail collectif, symbole d'unité, devint une opportunité pour Nafissa de retrouver sa dignité. Elle se montra assidue, souvent la première à arriver et la dernière à partir, prête à prouver qu'elle était désormais une femme différente. Les femmes qui travaillaient à ses côtés, d'abord méfiantes, commencèrent à l'apprécier. Elles découvrirent en elle une personne attentionnée, dotée d'un talent naturel pour la couture et la décoration. Avec le temps, elles lui confièrent des tâches importantes et lui donnèrent des responsabilités,
signe qu'elle avait gagné leur confiance. L'arrivée de l'amour. Parmi les hommes du village, il y en avait un qui observait Nafissa avec attention, mais sans jugement. Baraka, le jeune cultivateur qui avait prévenu Mz Karani du complot contre Nafissa, était un homme simple mais d'une grande sensibilité. Touché par la transformation de Nafissa, il commença à l'approcher, toujours avec respect et délicatesse. Un jour, alors qu'elle travaillait à l'atelier, il lui offrit un panier de fruits fraîchement cueillis. « Je sais que tu travailles dur. Tu mérites une pause, » dit-il en souriant. Nafissa, d'abord méfiante, accepta timidement son geste. Peu à peu, Baraka devint une présence apaisante dans sa vie. Il ne cherchait ni à la juger, ni à la brusquer, mais simplement à être là pour elle. Cette relation, bâtie sur la patience et la compréhension, devint une source de réconfort pour Nafissa qui n'avait jamais connu un tel respect. La renaissance de Nafissa. Au fil des mois, Nafissa devint une figure acceptée et même respectée à Kirambo. Sa transformation inspira d'autres villageois, prouvant que même les erreurs les plus graves pouvaient être réparées avec du courage et de la sincérité. Elle se rapprocha des femmes qu'elle avait blessées, s'efforçant de reconstruire les ponts qu'elle avait détruits. À l'atelier, elle devint une artisan talentueuse, contribuant au projet collectif qui enrichissait la communauté. Sa relation avec Baraka évolua doucement. Il lui montra que l'amour pouvait être doux et respectueux, et pour la première fois, Nafissa ouvrit son cœur, apprenant à faire confiance à quelqu'un d'autre. Ensemble, ils symbolisaient une nouvelle page pour Kirambo, une preuve vivante que la rédemption et le pardon pouvaient transformer même les histoires les plus sombres. La cérémonie marqua non seulement la rédemption de Nafissa, mais aussi celle du village. Les habitants, autrefois divisés, retrouvèrent leur unité en choisissant la voie du pardon. Nafissa, désormais apaisée, réalisa qu'elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une famille, un but, et surtout une seconde chance. Le temps passa, et le village de Kirambo retrouva progressivement sa sérénité. Ce qui avait été une période tumultueuse marquée par des tensions et des divisions devint, grâce à la rédemption de Nafissa, une période de renouveau pour toute la communauté. Celle que beaucoup considéraient autrefois comme une menace était désormais perçue comme une source d'inspiration et de sagesse. Un exemple de transformation. Après son intégration à l'atelier communautaire, Nafissa se révéla être bien plus qu'une simple artisane. Forte de son passé et de son expérience, elle commença à prendre sous son aile des jeunes femmes du village. Certaines d'entre elles, issues de familles modestes ou confrontées à des défis personnels, voyaient en Nafissa une figure à la fois maternelle et motivante. « Chacune de nous porte des cicatrices », disait-elle souvent. Mais ces cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont des preuves de notre force et de notre capacité à avancer. Avec patience et bienveillance, elle enseignait à ces jeunes femmes des métiers tels que la couture, le tissage ou la fabrication de paniers, tout en leur transmettant des leçons de vie issues de son propre parcours. Lors des moments de pause, elle partageait des histoires sur le courage et la résilience, les encourageant à ne jamais perdre espoir, peu importe les épreuves. Ces initiatives contribuèrent non seulement à autonomiser les jeunes femmes de Kirambo, mais aussi à renforcer les liens entre les générations. Les femmes plus âgées, qui avaient initialement douté de Nafissa, vinrent également participer à ces ateliers, admirant son dévouement et son désir sincère de bâtir un avenir meilleur pour la communauté. La communauté retrouve son harmonie. Le village de Kirambo, autrefois marqué par la méfiance et les querelles, renaquit sous une nouvelle lumière. Les foyers qui avaient été fracturés par les tensions retrouvèrent une certaine paix. Les hommes, confrontés à leurs propres faiblesses à travers le parcours de Nafissa, commencèrent à changer leur comportement, devenant plus attentifs et respectueux envers leur famille. Les enfants, qui autrefois fuyaient Nafissa, s'approchaient désormais d'elle avec curiosité et affection. Elle devint une conteuse appréciée, captivant les plus jeunes avec des récits remplis de sagesse et de leçons de vie. Une femme courageuse est comme une rivière, disait-elle un jour à un groupe d'enfants. Même si elle rencontre des rochers, elle trouve toujours un chemin pour avancer. Peu à peu, Nafissa ne fut plus considérée comme une étrangère. Elle devint une partie intégrante de Kirambo, une sœur, une conseillère, et pour beaucoup, une amie. La leçon de vie. L'histoire de Nafissa devint une légende locale, souvent racontée lors des veillées au clair de lune. Pour les habitants de Kirambo, elle symbolisait une vérité fondamentale. Le passé ne détermine pas l'avenir. Nafissa prouva que, quelles que soient les erreurs commises ou les épreuves traversées, chaque individu a la capacité de changer et de grandir, à condition qu'on lui en donne l'opportunité. Sa transformation, rendue possible grâce à la compassion de Mz Karani et au pardon des villageois, montra que la compréhension et l'empathie sont des outils bien plus puissants que la colère ou la vengeance. Une renaissance collective. La renaissance de Nafissa ne fut pas seulement individuelle. Elle marqua également un renouveau pour tout le village de Kirambo. Les habitants, confrontés à leurs propres failles à travers cette épreuve collective, apprirent l'importance du dialogue, de la solidarité et du pardon. Ils réalisèrent que leurs propres jugements et rancunes pouvaient être aussi destructeurs que les erreurs de Nafissa. Un avenir prometteur.
Aujourd'hui, Nafissa est une figure respectée et aimée. Aux côtés de Baraka, qui est devenu son compagnon et son plus grand soutien, elle continue d'apporter sa contribution à la communauté. Ensemble, ils incarnent l'espoir, la résilience et la possibilité de construire un avenir meilleur, quel que soit le poids du passé. Kirambo, grâce à cette expérience, est devenu plus qu'un village prospère. Il est devenu un village sage, riche non seulement de ses terres, mais aussi des leçons apprises à travers l'histoire de Nafissa. Une vérité s'y est gravée dans les cœurs. Le pardon et la compréhension sont les clés d'une véritable harmonie, plus forte que n'importe quel conflit ou division.